Bonjour Pierre-Yves Augeron. Bonjour. Merci à nos auditeurs de nous suivre pour cette actualité du mois de novembre, donc une actualité très chargée avec les attentats que l'on sait et les suites qui ont été données à ces attentats, les réactions. Mais avant tout, commençons par l'actualité du cercle Aristote, comme d'habitude. Alors, la grande actualité de ce mois-ci, c'est la publication du dernier ouvrage de Norman Palma, La guerre des Amériques, essai sur la domination occidentale sur l'Amérique latine. Norman Palma, qui est donc nicaraguayen d'origine, revient dans des chapitres assez complets sur une vision latino-américaine du passage de domination qui a été le passage entre les Espagnols, les Portugais, les Brésiliens, et les Américains. Les Américains du Nord, les États-Unis, comme certains les appellent, mais qui n'a pas beaucoup de sens en soi. Et Norman Palma termine sur la grande domination, qui est la domination du dollar par rapport à l'Amérique latine. Vous savez que Norman Palma est l'un des plus grands historiens francophones des étalons monétaires. Et si vous voulez, c'est une voie qui est parallèle, disons, aux voies indianisantes, ou chaviste, si vous voulez. Norman Palma ne se situe ni dans l'un ni dans l'autre. Certains de mes amis historiens espagnols, spécialistes de l'Espagne, je pense à mon ami Arnaud Imaz, trouvent que Norman est assez dur avec l'Espagne, mais d'un certain côté, et d'autres de mes amis trouvent, ah oui, il a été dur en rappelant que l'Amérique latine est une donation papale. Donc si vous voulez, ça veut dire que l'Église catholique s'est permis de donner une terre qui est habitée par d'autres. Quand on a fait ça, il y a des tas de leçons qu'on n'a plus le droit de donner. Et en réalité, ce que j'explique, c'est que Norman, premièrement, tout est historiquement vrai. Et deuxièmement, ce n'est pas parce que nous sommes piqués d'anti-repentance, à raison, qu'il est interdit de faire des constats historiques. Ce n'est pas parce que... en plus, les peuples latino-américains, aujourd'hui... N'ont pas de rancœur. Ils l'expriment pas. Par contre, la couronne espagnole, comme elle le fait vis-à-vis du Venezuela actuellement, ne perd jamais une occasion de projeter son mal-être identitaire, parce que l'Espagne est en crise identitaire profonde. Je vous conseille la lecture dans Perspective Libre des articles de Nicolas Klein, qui est vraiment un des grands hispanisants de venir de ce temps. L'Espagne a un problème identitaire, et elle le projette sur les autres, et entre autres sur l'Amérique latine, qui ne lui a plus rien demandé. Aujourd'hui, les vraies questions latino-américaines, ce sont des questions de développement, ce sont des questions de partage des terres, et surtout, la plupart des pays latino-américains n'en veulent plus à l'ancien colonisateur, et elles n'en veulent pas du tout aux pays européens. Il y a par exemple un pays européen qui est attendu depuis des décennies en Amérique latine, qui est la France. Tout le monde en veut de la France en Amérique latine, donc il serait peut-être temps d'en profiter. Et donc la domination espagnole a été plus dure que la domination américaine ? C'est pas ça. C'est que, si vous voulez, l'un est entré dans les bottes de l'autre. Une terre préalablement colonisée, vous avez pas de mal à la prendre. Prenez les Américains qui prennent la place des Britanniques au Moyen-Orient. Vous voyez ce que je veux dire ? Or, la colonisation espagnole a été brutale. Alors, certes, le nombre de morts absolument hallucinant qu'il y a eu en Amérique latine, la plupart sont liés au choc septique. Certes, le problème c'est qu'un choc septique, ça s'utilise. Les Espagnols n'ont pas été beaucoup plus humains que quand les Américains du Nord donnaient pour cause humanitaire des draps imbibés de typhus aux Indiens dans les réserves, pour les faire crever. Ok ? Ça a eu lieu, ça. Sur l'ensemble de ce continent, les seuls qui n'ont pas fait ça, c'est les Français. Il suffit de voir les documents sur les fameuses 500 nations, pour voir à quel point nous on était aimés. On était aimés pas par particularité, parce que, objectivement, on en voulait plus à leurs femmes qu'à leurs terres.
a laissé beaucoup de petits métis là-bas, on les a pas massacrés, on les a christianisés. Donc mais bon, à l'époque, la notion d'ethnocide n'existe pas, la notion, on est dans le sentiment linéaire du temps, qui est le sentiment chrétien, qui donnera l'idée de progrès d'ailleurs. Donc, si vous voulez, on n'avait pas les armes intellectuelles, on n'avait pas Claude Lévi-Strauss pour se rendre compte de la saloperie qu'on était en train de faire. Donc on l'a fait de bonne foi. Mais on n'a jamais voulu les tuer, bien au contraire. Et d'ailleurs, le traité de Montréal est un chef-d'œuvre de diplomatie française, parce qu'il donne aux Amérindiens quelque chose qu'ils n'ont jamais eu, la paix et l'unité. En tout cas, qu'ils n'ont jamais eu de leur propre aveu. La seule chose, c'est que comme nous avons perdu les Amériques, et d'ailleurs, je le maintiens, après la guerre d'indépendance, l'un des buts de la guerre d'indépendance, c'est de se faire les Français et les Indiens. Donc, parce que pour un colon américain voulant se débarrasser de la Grande-Bretagne, ou pour un Anglais, un Français et un Indien, c'est la même chose, d'ailleurs ça copule ensemble. Copuler avec une femme indienne, c'est pas tout à fait dans les mœurs du colon britannique. Or, si vous voulez, voilà, il faut bien le comprendre. Or, en Amérique latine, l'Amérique a pris la place. C'est la doctrine Monroe au 19e, au cours du 19e siècle, qui est d'une catastrophe, d'atroce. C'est le règne de United Fruit, de toutes ces saloperies-là, et qui va donner, au cours du 20e siècle, les joyeusetés que seront, par exemple, le plan Condor, dans le cadre de la guerre froide, mais ce n'est qu'une application de la doctrine Monroe. Que d'ailleurs les soviétiques laissent faire. Pourquoi ? Parce que la doctrine Kissinger, qui est « chacun son bloc et Dieu pour tous », est la même que celle de Gromyko, le ministre des Affaires étrangères soviétique. La seule chose, c'est que, voilà, Norman traite de ça en partie, pas sous cet angle-là, mais voilà, il ramène des faits, et surtout il donne, il donne une autre voie latino-américaine. Donc c'est un ouvrage, vraiment, c'est une des grandes œuvres de Norman, je la recommande. Alors, bon, un gros bouquin, hein, c'est un bouquin de près de 400 pages, qui est à 27,50 €, et qui sera disponible à la date de cet entretien sur le site de Perspective Libre, sur le site du Cercle Aristote, et dans nos librairies et sur les sites de vente en ligne. Voilà, donc, et le second, c'est le libéralisme Astromore qui arrive, qui sera début décembre pour ceux qui voudront le précommander, ils le recevront pour les fêtes. Ça, c'est la revue. Voilà, ça c'est la revue, avec... nous en reparlerons au mois de janvier en détail, mais avec la jeune garde, comme Clément Nguyen, comme Nicolas Klein, et par exemple un très bon article historique sur le néolibéralisme, nous avons traduit une revue américaine, et un entretien avec mon ami Paul Gottfried, donc grand penseur paléoconservateur américain. Alors, paléoconservateur, on aura l'occasion de revenir dessus en histoire des idées américaines, dont nous devrons mécaniquement parler pour l'approche des élections. Un paléoconservateur s'oppose à un néoconservateur. On va commencer par là, et on en reparlera une prochaine fois. Et Paul parle de ce qui est pour lui l'après-libéralisme, parce qu'en réalité, le grand thème, qui sera d'ailleurs le thème de la conférence inaugurale que je vais faire le deuxième lundi de décembre. Il y a quelque chose d'assez simple, c'est que le libéralisme économique est déjà mort. Certainement. Pour une raison qui est toute simple. Si le libéralisme économique, quelles que soient ses tendances, repose sur le fait d'économie, l'industrie, etc., alors il est mort. Parce que ce qui domine aujourd'hui, c'est la finance. C'est-à-dire quelque chose qui vient bien après l'ensemble des théoriciens libéraux, et surtout que les théoriciens libéraux n'ont pour la plupart pas pris en compte. Ce qui est normal, c'était pas le problème de leur temps. Ils auraient pu le prendre en compte après la crise des années 30. Ils l'ont pas fait, ou très peu, ou certains comme l'école autrichienne, mais ne se sont pas rendus compte qu'aujourd'hui, un raisonnement strictement économique est condamné, parce que l'économie est devenue le parent pauvre du système financier, alors que ça devrait être l'inverse. La finance devrait être
quelque chose d'utilisable par les circuits économiques quand ils en ont besoin. Aujourd'hui, c'est la finance qui domine. Ensuite, le libéralisme politique est mort. Tué par le premier, tué par le libéralisme économique certainement. De toute façon, il est mort. La plupart des démocraties libérales se retrouvent dans les mêmes problèmes que dans les années 20-30, donc crise du parlementarisme, tentative de supranationalité, bon, très bien. Plutocratie et oligarchie. Donc, quel est notre ennemi? Ça ne sert à rien de se battre contre des cadavres. C'est l'anthropologie libérale. C'est-à-dire, comment avons-nous accepté cette machine à créer des hommes faibles, déliés et déracinés? C'est la suite, si vous voulez, de l'homme sans lien, le libéralisme astre-mort, c'est-à-dire, après avoir vu les conséquences, c'est de cerner l'ennemi, pour ensuite trouver autre chose, trouver une anthropologie de rechange. On juge un système politique aux hommes qu'il crée. Si c'est le cas, en tout cas moi c'est ma vision, je ne suis pas totalement certain que le système libéral doive se survivre. Je ne suis pas totalement certain. Pour le bien des hommes, hein, si vous voulez, je ne suis pas certain qu'un individu laissé à sa pure horizontalité et à ses purs appétits soit un individu heureux. J'en suis pas tout à fait certain. Ou alors on m'expliquera pourquoi la consommation d'anxiolytiques en Occident est devenue exponentielle. Et les gens sont si heureux que ça. Ils n'en ont pas l'air en tout cas. Ensuite, on m'expliquera pourquoi le seul pays qui arrive à dominer l'effondrement, c'est le pays certainement le plus holiste par ses valeurs civiques et religieuses au sein de l'Occident, qui sont les États-Unis. Les pays ouest-européens qui ne croient plus en rien, mais qui sont des pays de ce que Isaiah Berlin appelait liberté libérale, la liberté négative. C'est la liberté de ne pas nuire. Bon, très bien. J'ai des doutes. Et qu'on me permette d'avoir des doutes. Et c'est d'ailleurs le thème de ce numéro. Voilà. Donc ça, c'était notre actualité. Là, on va terminer les conférences par une conférence de Norman tout début, vers le 7 décembre, et puis moi qui vais conclure. Nous reviendrons dès le 11 janvier avec Pascal Mas, ancien conseiller du représentant du Tatarstan, sur Islam et Russie, et nous aurons la sortie attendue du Le Maine sur l'écologie. Donc ça, nous pourrons en reparler lors de l'entretien de janvier. Donc voilà. J'avais une petite... j'aurais d'autres annonces à faire au cours entre autres en termes d'initiative, mais je devais à nos internautes mes plus plates excuses. En effet, j'ai commis une petite erreur dans notre dernier entretien. Je vous ai parlé d'un bouquin de Favier, qui était sur Louis XI. Alors moi, j'ai parlé de Saint-Louis. Un léger écart temporel entre les deux, pour une raison, c'est que comme les entretiens ne sont pas, vous pourrez en témoigner mon cher Christopher, ne sont pas dictés à l'avance, tout simplement, en me rappelant de la couverture du foyer, au lieu de mettre la barre à droite quand on est en face du livre, quand on est face à la couverture du X, qui veut dire 10 en chiffre romain, donc X barre X plus 1, 11, je me suis rappelé de la couverture avec la barre à gauche, ce qui fait un 9 en chiffre romain. Donc voilà. Mon excuse platement, j'en suis désolé, c'est donc Louis XI qui a inventé la guerre économique, et je vous renvoie au bouquin donc de Jean Favier chez Fayard. Voilà, mais à maxima culpa. On va prendre les choses étape par étape. Premièrement, il y a un homme que j'aimerais citer, qui est un artiste, un très grand artiste, fait appeler le Turc. Je vous en ai déjà parlé en création de ce jeune homme. Il avait une très belle phrase au soir de l'attentat. Il appelait
disait, en substance, hein, je ne me rappelle pas de la phrase très belle d'ailleurs qu'il avait utilisée, pas de bavardage, on met l'oreille contre la terre, on écoute. C'est cette éducation dont j'aurais aimé voir beaucoup des pseudo-patriotes avoir. Mais non. Ils n'ont même pas laissé les morts aller en terre. D'ailleurs, mon premier sentiment, au-delà du sentiment de colère plus ou moins froide, parce qu'on a tué 130 des nôtres, je vous demande d'ailleurs, mon cher Christopher, de ne pas mettre d'image. Pas de visage, rien. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de nom et visage. Au contraire. Ça veut dire qu'il faut les laisser. Là maintenant, le deuil national est terminé. C'est le deuil des leurs qui commence. Je ne veux pas que ce soit mal interprété. Ils ont tué 130 des nôtres. Donc déjà cet acte-là se paiera. Se paiera de la manière suivante, c'est-à-dire que eux et les leurs devront être brisés, et brisés physiquement. Une fois ce préalable entendu, il faut bien comprendre une chose, c'est que moi j'ai remarqué des gens qui n'ont même pas, et c'est là où on voit quand même qu'il y a tout un travail d'éducation à faire, quand on est digne d'être dans un peuple, avant, et on ne peut pas me dire que j'ai une grande affection pour le gouvernement actuel. Moi, j'assume mon fait d'opposition sous mon vrai nom et avec mon vrai visage. Mais, dans ce genre de cas, on suspend son jugement au moins jusqu'à ce que les nôtres soient en terre. Quand on est éduqué. Sinon, on est un décivilisé, un dégénéré, et on ne vaut pas mieux que les bêtes qui ont fait ça, dont on est les troupes supplétives. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qu'ont dit ces petits piailleurs qui ont attaqué tout de suite? Ils ont dit, oui, c'est la faute de notre politique étrangère. Ça, on va y revenir. Le problème, c'est que, si vous voulez, le problème est que nous avons accepté dans les rangs nationaux des reliquats du gauchisme, et qui sont arrivés, avec leurs armes et bagages, qui ont été des antinationaux pendant une large part de leur carrière militante, et qui viennent nous donner des leçons. Moi, j'en vois quelques-uns issus du gauchisme pro-palestinien venir me sortir. Ah oui, il y a tous ces gens-là qui ont craché pendant 40 ans sur notre drapeau. Oui, toi aussi. Toi aussi, donc de ton en dessous. Et c'est des amoureux de la France coupable. Voilà, donc et aujourd'hui, pour eux, se dire patriote n'est qu'un outil de leur lutte contre tel ou tel pays, tel ou tel machin, etc. Ça, j'en veux pas chez moi, à titre personnel. Et ça prouve une chose, c'est que notre camp, parce qu'il ne travaille pas, ou pas assez, laisse entrer dans ses rangs à peu près n'importe qui. En plus, venant de l'extrême gauche pour la plupart, ils ont des liens, ils ont des dons d'agite-propre, qu'il faut reconnaître. Le problème, c'est que l'agite-propre, c'est qu'on n'a pas de fond, qu'on sait le faire. Et or, le gros souci, c'est ces gens-là ne comprennent pas ce qu'est la souveraineté. Et surtout, moi je me rappelle d'un en particulier qui a beau faire des petites vidéos drôlatiques, c'était lamentable, il dit oui, non, il fallait pas qu'on bombarde, hein, il fallait qu'on se calme après. Hein. Pauvre type. Ce qu'il faut bien comprendre, en plus, c'est que ça, c'est très préoccupant. Alors que la réaction des Français de faire corps, les Français ont fait corps. Moi, si vous voulez, autant je désespère du camp dit national des pseudo-patriotes Facebook, autant les Français ont prouvé dans cette crise qu'ils étaient encore un peuple. Et d'un côté, c'est ce qui est le plus important. Je ne reviendrai pas sur les détails de l'attaque, parce qu'il y a encore des choses qui n'ont pas été dites, entre autres, s'il y a eu ou pas utilisation d'armes blanches en plus au Bataclan, par exemple.
Donc je n'entrerai pas dans ces détails-là. Tout ce que... si on fait étape par étape. Les hommes qui nous ont frappés, qui sont-ils? Ce sont des envoyés en sursol français, à partir de ce non-État devenant de plus en plus un État failli qu'est la Belgique, de l'État islamique. Alors, l'État islamique, à ne pas confondre avec une célèbre marque de lessive, contrairement à ce que croit François Hollande et ses conseillers en com, il faut bien dire l'État islamique, qui est de toute façon la traduction du terme Daesh, et non Daesh. Hein, je croyais qu'après l'affaire DSK, les socialistes avaient arrêté de frotter. Mais, si, retournez là dans votre tête, vous verrez ce que je veux dire. Mais le grand problème, c'est que... Le grand problème est que, si vous voulez, le grand souci le grand problème qui se pose à nous, c'est... Et qui s'est posé au pouvoir socialiste, c'est comment réagir à cette attaque qui était prévue. La plupart de nos services savaient que nous allions avoir une attaque majeure. Ça s'est retrouvé dans les écrits du général Desportes, du colonel Goya, et même du juge Trévidic. Bon. Mais ça fait des années qu'on l'attendait. Donc, si on prend les réponses les unes après les autres, la réponse du renseignement intérieur, le renseignement intérieur a-t-il merdé? Oui. Mais il a merdé sur une faute politique. Et qui a priori est en train de monter en neige. Par M. Squarcini. M. Squarcini qui a donc géré l'erreur magique hors du commun que fut la fusion de nos de nos directions du renseignement, c'est-à-dire notre direction du renseignement extérieur et celle du renseignement intérieur. Pourquoi? Parce que Bercy pense, puisque Bercy pense et Bercy ordonne, que mieux vaut un gros service, ça coûte moins cher. Or, en France, mieux vaut de petits services émulatifs. Sinon, vous avez une guerre des chefs interne qui est insupportable. Mais la première faute du renseignement intérieur ne lui est pas imputable. Elle est imputable, et je pense que Squarcini dit la vérité, j'ai des raisons personnelles de le penser. M. Juppé, M. Sarkozy, M. Valls, M. Hollande, M. Cazeneuve ont commis une faute hors du commun, ils ont coupé le fil service. C'est-à-dire le fil entre les services français et les services syriens. C'est une erreur hors norme. Vous pouvez faire la guerre à quelqu'un, pas ça le problème. Mais vous ne coupez jamais ce fil-là. Jamais. Même avec vos pires ennemis, vous ne le coupez pas. Cette erreur-là est une erreur majeure qui, si elle est avérée, nous devons exiger et obtenir par la voie de parti, par la voie de pétition, par la voie de ce que vous voulez, une pétition, une commission d'enquête parlementaire, et nous devons obtenir les têtes des hommes précités. Ensuite, je dirais, entre autres, à certains de mes amis à la droite de l'ancienne UMP, je pense à la droite libre de Rachid Kassi, entre autres, ce n'est pas la peine de faire des articles vengeurs contre Valls et Hollande. L'erreur syrienne est imputable à M. Juppé et à M. Sarkozy, nécessairement. Donc, voilà comment le renseignement intérieur ne pouvait plus gérer, et l'a d'ailleurs fait savoir publiquement, nous en avions parlé ensemble, ne pouvait plus gérer le nombre d'hommes qui revenaient de Syrie. La communauté du renseignement a besoin de moyens, elle a besoin d'être réorganisée. Et tout lui foutre sur le dos est quelque chose de facile. Ensuite, ce type-là d'attentat en plus, c'est-à-dire des hommes qui entrent avec des armes automatiques et qui tirent, est celui qui nécessite le moins d'investissement et le moins de préparation par rapport, par exemple, par rapport à la guerre d'Atocha, où il fallait, en Espagne, où il fallait faire où il fallait minuter les arrivées les arrivées concomitantes de plusieurs trains et faire sauter au milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est juste
Suffit de trouver la mer du Maine capable de le faire, et point. C'est tiré sur des civils désarmés, pardonnez-moi de vous dire ça, c'est pas un exploit militaire. Donc voilà. Le grand souci qui va nous occuper, ça va être de réorganiser la communauté du renseignement. Ça, c'est l'aspect sécurité intérieure. Alors, oui, il y a eu des fautes, il y a eu des tas d'attentats qui sont passés, certainement qu'il doit y avoir des têtes qui doivent rouler, comme on disait du temps des empereurs de Chine, hein, les têtes rouleront, et certainement. Mais les fautes, elles sont politiques. Revenons sur les fautes en question. Premièrement, il faut bien comprendre une chose. Là, c'est un cas différent de Charlie Hebdo parce que les ont frappés à l'aveugle. Ce qui veut dire au passage que c'est nous la cible. Point. Je pense que ceux qui ont légitimé du bout des lèvres, y compris dans le camp national, l'attentat contre Charlie Hebdo, ne vont pas quand même le légitimer là. Quoique... C'était pas les mêmes commanditaires. Pardon ? Charlie, on nous a dit que c'était Al-Qaïda Yémen. Oui, mais Al-Qaïda Yémen, État islamique, pardonnez-moi à dire ça, c'est une différence de succursale. Pas de fond ni de nature. C'est le djihad international. Point. Des groupes rivaux du djihad international, mais vous les différenciez comment ? À la longueur du poil de barbe ? Il y a une méthode scientifique hein, que j'ai découvert récemment pour différencier l'islamiste modéré de l'islamiste qui n'est pas modéré, c'est que l'islamiste modéré égorge de droite à gauche. Et l'autre de gauche à droite. Donc regardez bien sur les vidéos, vous pourrez peut-être les reconnaître. C'est toujours mieux que de mesurer les poils de barbe, pardonnez-moi. Donc, ils ont frappé à l'aveugle. Et on peut me dire, oui, mais c'est la faute de notre politique étrangère. Que n'ai-je pas entendu là-dessus ? Notre politique étrangère, nous allons y revenir, elle est dangereuse pour nos intérêts, certes. Mais l'islam radical vise la France depuis le GIA algérien, minimum. Et en réalité, l'islam radical, je vous le dis sincèrement, au moment du discours de Villepin sur l'Irak, où une bonne partie du monde arabe nous a aimés à ce moment-là, nous étions en alerte terroriste quand même. Pourquoi ? Parce que l'idéologie du djihad international n'est pas de nous frapper pour ce que nous faisons, c'est de nous frapper pour ce que nous sommes. Nuance. En plus, c'est bien un réflexe d'extrême gauche de dire que c'est la faute de notre politique étrangère, parce que c'est les mêmes qui vont nous dire on doit accueillir des migrants parce qu'on a colonisé. Alors, ça, faudra leur demander pour ceux qui sont arrivés chez nous, mais je vous signale que c'est aussi une bonne partie de la bonne droite dite nationale est sur cette ligne-là. Hein. Et sur cette ligne-là. Or, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand vous connaissez les textes islamiques, et il y en a un auquel je vous renvoie, qui est extraordinaire, qui s'appelle « Gestion de la barbarie », qui a été traduit aux éditions de Paris. Qu'apprenez-vous ? Comme dans la plupart d'ailleurs des écrits des théoriciens du djihad, c'est que ce qu'ils veulent faire au Moyen-Orient, c'est se créer des bases, et donc ils nous frappent pour que nous reculions de nos alliés traditionnels là-bas, pour eux se faire des bases et pour ensuite nous attaquer. Donc, pourquoi ? Parce qu'ils sont dans une optique d'imperium mundi. Ils veulent soumettre le monde entier. Point. Ensuite, pourquoi la France a été visée particulièrement elle ? Pas nécessairement sa politique étrangère dont à mon avis se contrefout, pour beaucoup, c'est tout simplement par la fameuse théorie du glissement des organisations criminelles, comme le dit très bien Xavier Hofer. Ils ont frappé là où ils ont pu frapper. Pourquoi pas la Belgique alors ? Et là où ils avaient une raison de frapper. Et la Belgique, pourquoi ? C'est quoi la Belgique ?
Quel effet final recherché voulez-vous avoir? L'effet final recherché, par rapport au barbu, c'est de vouloir faire entrer la France dans une guerre intérieure auquel elle n'est pas encore prête. À laquelle elle n'est pas encore prête. Alors qu'en Belgique, la Belgique est islamisée, la ville de Bruxelles l'est d'ailleurs majoritairement. La Belgique, c'est une question de temps. Et donc il y avait bien une raison symbolique de frapper la France. C'était pas qu'une question de facilité. C'était pas qu'une question de facilité, mais c'est ça qui a principalement motivé. Qui a principalement motivé les criminels qui ont fait ça, et surtout, il fallait être dans la lignée de Charlie Hebdo. Aussi parce que les autres pays européens ont normalisé leur rapport au djihadisme. L'Allemagne les a toujours soutenus. Je vous lirai de Jürgen Elsässer comment le djihad est arrivé en Europe. L'Italie et l'Espagne l'Espagne particulièrement depuis les attentats de Madrid, se sont en large partie retirés du Moyen-Orient. Et nous, même si nous le faisons de manière stupide, ce qui n'est pas la question, nous continuons à avoir une politique étrangère, pour le peu qu'elle existe encore, mais néanmoins, dans ces zones. L'Angleterre, elle, a fait le ménage sur son territoire. C'est pour ça qu'elle n'a pas été frappée depuis les attentats de Londres. Voilà. Mais ça, si vous voulez, c'est le pourquoi ensuite. Si il y a eu coupure des rapports entre services, et a priori il y a eu coupure, vu que M. Le Drian a déclaré que le rétablissement des contacts avec les services syriens n'était pas à l'ordre du jour, au point qu'on a fait transiter des messages par le BND, je sais pas si vous voyez la honte, par les services d'Isdebauche, quelle horreur. Or, en plus, service allemand dans le monde arabe, UKD, Ukaider, j'espère que les lettres sont arrivées au bon destinataire. Parce que bon, vraiment, catastrophe. Et il faut bien comprendre une chose. Évidemment qu'il faut repenser une politique arabe. Ça, je vais vite parce qu'on en a déjà parlé. Qu'il faut repenser une politique arabe. Ensuite, il ne faut pas généraliser et sinon, on est un pacifiste des années 20. Ah non, c'est simple. Si on se tient tranquille, ils nous frapperont pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça me permet de rebondir sur un point. Les fameux pacifistes des années 20. Parce que c'est drôle d'ailleurs. Avant les attentats, je voulais déjà qu'on parle de ce sujet-là. Parce que j'ai vu des réactions qui m'ont écœuré au moment du 11 novembre. Les mecs qui disent... alors qu'ils oui, mais en réalité, ils sont morts pour les multinationales, tralala. En plus, c'est un brave type qui dit ça, qui lui est un intellectuel belge, donc qu'est-ce qu'il sait ce que c'est d'avoir une nation qu'est-ce qu'il sait voilà, le bilan anthropologique de la Belgique, Léon Degrelle et les spéculoos, sans méchanceté, on aurait pu s'en passer, et de l'un et de l'autre. Donc, le grand souci, enfin, le grand problème qui va être devant nous, c'est de refaire comprendre à une part particulièrement de la jeune génération politique qui se dit consciente, ce que c'est que d'avoir un peuple. Parce que parfois je me demande jusqu'où ils vont descendre. Parce que me dire, oui mais il y a eu des marchands de canons, il y en a toujours. Il y en a toujours. Ou alors il faut nationaliser totalement le système d'armement, ce contre quoi je n'ai rien. Mais il faut savoir quand même combien ça coûte. Voilà. Ensuite, dire oui, mais il y a eu des marchands de canons, donc. Mais c'est pas ça qui compte. Premièrement, les marchands de canons ne créent pas nécessairement les guerres pour une raison, c'est qu'ils sont beaucoup moins puissants que vous l'imaginez. Beaucoup moins puissants. C'est tout.
ce sont généralement des créations étatiques, les grands systèmes d'armement. Et que, mis à part la création de l'État américain moderne, qui est quand même issu, dans les grandes lignes, quasiment d'une société militaire privée, ils n'ont pas eu d'influence si grande que ça sur les relations internationales. Je vais vous donner un exemple tout simple. Ce qu'on appelle, déjà, il faut analyser les mots. Ce qu'on appelle complexe militaro-industriel est un complexe capitalistique à exécutant militaire. Toute personne qui connaît un service d'armement sait ça. Les militaires ne sont rien dans ces systèmes-là. Rien. Ce qui veut dire que tous les gens qui vous en parlent depuis des années sont soit des feignasses, soit des escrocs, soit les deux. Parce que c'est une erreur qui traîne depuis Eisenhower. Eisenhower, c'est pas avant-hier matin. On est d'accord. Donc, objectivement, il y a des tas de facteurs qui expliquent des conflits. Ensuite, soit qu'il y ait des hommes qui ne veulent pas mourir pour leur liberté, pour leurs enfants, etc., tant mieux pour eux. C'est compréhensible. Mais ils sont devenus quoi, ces fameux pacifistes des années 20, pour la plupart? Des collabos. C'est-à-dire que, si ils voulaient être vraiment pacifistes, ils se mêlaient de rien. Non, ils sont allés vendre leurs voisins. Donc, anthropologiquement, je sais à peu près où vont terminer toutes les petites merdes qui disent finalement j'ai trop la trouille, j'ai la trouille, faisons la paix avec Daesh. Parce que je sais où ils vont finir, ces mecs-là. S'il y a des milices pro-islamiques dans certaines villes, dans certaines banlieues, et qu'il faut aller égorger les patriotes ou violer les femmes, ils y seront. Ils y seront. Il faut bien comprendre ce que c'est que ces gens-là. Et surtout, il faut avoir avec eux un système de mise le plus loin possible du camp national et de surveillance. Parce que ces gens-là sont des traîtres en devenir. Ils savent faire que ça. C'est pas leur faute. Leurs devanciers ont fait la même chose. C'est pas leur faute. Donc, après, vis-à-vis des attentats, il faut bien voir les réactions populaires et politiques. La réaction populaire, moi je l'ai trouvée grande. Ouais, cet engouement avec les drapeaux, mais justement, que penser de l'appel de François Hollande à sortir le drapeau tricolore? Est-ce que vous voyez ce que c'est pour un rocardien passé chez Delors de demander aux gens de sortir un drapeau français? Est-ce que vous voyez ce que c'est? Peu importe que pour lui ce soit de la com. C'est-à-dire que si Hollande vous dit d'aimer vos parents, ce qui est un acte sain, anthropologiquement sain, vous allez faire le contraire parce que vous êtes de droite et parce que vous êtes des cons. Parce que fondamentalement, vous êtes des cons. Un homme qui arrive à voir, à travers un symbole qui est le symbole de ceux qui sont morts pour que la terre, soit libre. C'est ça un drapeau. Un drapeau, si vous voulez, le pro-patria mori. Lisez les très beaux textes de Kantorowicz sur le pro-patria mori. Mourir pour la patrie, c'est quoi? Il y avait eu un très bon ouvrage d'ailleurs de commentaires des œuvres de Kantorowicz qui avait été fait par un jeune historien du droit. Ça s'appelait Mourir pour la patrie d'ailleurs. Mais je me rappelle plus de son nom malheureusement, qui était très bien, qu'un jeune professeur de droit qui avait aussi écrit sur le... bon, peu importe. Un jeune prof à Paris 2, particulièrement brillant, et objectivement, il faut bien comprendre une chose, c'est que mourir pour la patrie, c'est recevoir une part d'éternité. Et le drapeau symbolise cette part d'éternité que tous les nôtres qui ont donné leur vie pour nous. Et pour que nous ayons le droit à nos petites arguties intellectuelles sur le bien fondé de leur sacrifice. Il est vrai que quand on voit certaines personnes dont la liberté d'expression et d'opinion n'a été garantie que par la mort des nôtres,
Et quand on voit ceux qu'on a perdus en 14, finalement, on a peut-être perdu au change. Peut-être qu'on n'a pas envoyé se faire tuer les bons. Or, le point le plus sensible de cette question, ça a été les différentes manifestations populaires du choc. Il y a des gens qui ont mis leur drapeau, Hollande qui appelle à ses drapeaux, et moi je le dis sincèrement, moi je me suis baladé chez moi, là où je vis à Paris, et dans mes petites villes de Normandie. Quand je vois des drapeaux dans des rues à Bellem, ça me fait plaisir. Ensuite, est-ce que c'est un message de soutien pour Hollande? Bien sûr que non. La seule chose, c'est que pleurer les siens est quelque chose de normal. Ou alors, on n'est plus un peuple, on n'est plus une société, et voilà, vous êtes une assemblée de Facebookiens qui disent « Ah oui, moi j'ai pas mis le drapeau, fuck Hollande !» Pauvre type. Pauvre type. Est-ce que vous pensez qu'après l'émotion, le drapeau français va redevenir pour certains un symbole fasciste comme il l'a été? Non, mais de toute façon, il y a une part, d'ailleurs ça a déjà commencé, la Libération a appelé Nicolas Offenbach, qui est jamais que l'historien qui demande la réhabilitation des fusillés des mutineries de 14, qui est soi-disant un grand historien de la Première Guerre. Bon, tristouné, quoi. Tristouné, oui, bien sûr que ces gens-là existeront. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont perdu le là. Aujourd'hui, c'est quoi Libération? C'est un bulletin paroissial. C'est le bulletin paroissial de 3 arrondissements parisiens. Alors arrêtez de vous faire mal à la tête avec ça. Oui, ces gens-là existeront, et alors? Et alors? Faut de tout pour faire une société. Ces gens-là sont français, le contrat national nous implique d'avoir aussi à les supporter. C'est comme ça. Le seul problème, pour nous, c'est de faire en sorte que dans la nouvelle génération, il y ait une partie d'hommes capables d'être des hommes. C'est à peu près... C'est le seul contrat qu'on a avec la France. Pour revenir sur Hollande, avant d'appeler à sortir son drapeau, qu'est-ce que vous avez pensé de sa gestion de crise, c'est-à-dire la mise en place de l'état d'urgence et la Il n'y a pas eu d'état d'urgence. Fermeture des frontières? Il n'y a pas eu d'état d'urgence. Vous ne voyez pas ce que c'est juridiquement un état d'urgence. Un état d'urgence, c'est des barrages militaires. C'est des barrages militaires sur les routes. Revoyez les photos du dernier état d'urgence qu'on a eu pendant la guerre d'Algérie, vous allez voir. Ça, c'est un état d'urgence en chocolat. Comme le dit très bien mon ami Romain Bessonnet. C'est un état d'urgence en chocolat. Alors qu'il fallait dissoudre l'UEF. Assigner. Il faut savoir qu'une assignation à résidence ne se fait pas nécessairement dans votre résidence. Elle se fait dans une résidence. Moi, j'aurais envoyé tout ce petit monde à Mayotte. Avec... tu sors, on t'arrête. Jusqu'à ce qu'on ait démantelé la plupart des réseaux. Ensuite, on va statuer sur votre sort. Pour une raison qui est très simple. C'est tous des frères musulmans. Tous. La plupart. Tous ou quasiment tous. Bon. Bien. Donc on va être assez clair. Il n'y a pas eu d'état d'urgence. Il n'y a pas eu de fermeture des frontières réelles. Ça, on a pu le constater avec de nombreuses vidéos. Ensuite, vous imaginez... Merci Flamby. C'est-à-dire, oui, vous savez, fermer les frontières, c'est fasciste. Et là, 2 vagues coups de pétard en l'air. Fermez tout! Merci Flamby. Donc, quand on veut protéger les Français, on fait quoi? On ferme les frontières. Merci Flamby. Merci pour tout. Mais à titre politique, merci. Mais, il aurait pu aussi s'arc-bouter sur sa position de Laurienne, dire non, jamais je fermerai les frontières. Électoralement, il était mort s'il faisait ça. Mais électoralement, vous croyez qu'il va si bien que ça? Peu importe. Il l'a fait. C'est-à-dire, il n'a pas été à la hauteur de la situation, mais Hollande ne sera jamais à la hauteur d'aucune situation. Donc arrêtez de vouloir le faire entrer dans un costume qui avait été taillé, qui est la Constitution de la Ve République, qui avait été taillé pour un mec qui faisait 2 mètres. Arrêtez. Sinon vous allez être déçus. Vous allez être déçus, c'est normal. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est plus Libération, enfin ces gens-là qui donnent le là. Est-ce qu'on peut dire également la même chose pour le gouvernement? Ce n'est plus lui qui donne le là parce que c'est la réalité aujourd'hui qui donne le là et qui les contraigne
à prétendre fermer les frontières, à demander aux gens de sortir de leur... La réalité ne peut pas donner le là, parce que la réalité passe par les perceptions. Le réel, c'est ce qui résiste à ma volonté, philosophiquement. Mais on ne peut constater le réel que par des perceptions qui, elles, sont toujours faussées. Or, Hollande, vu de là, d'où il vient, il aurait pu faire bien pire. C'est un rocardien formé chez Delors, c'est la lie de la terre. Hein. C'est les chrétiens de gauche, il n'y a rien de pire que ça. Rien de pire que ça. Et là, il s'est... Voilà. Il n'a pas fait ce qu'il fallait, mais il a été obligé de reconnaître ce qu'il fallait faire. Et comme nous, on veut ce qui doit être fait, il nous a donné un cadeau politique sans équivalent. Voilà. Merci Flamby. Et puis, là, pour le coup, parce que sinon on est dans des raisonnements de guerre civile, et moi j'appelle pas la guerre civile, j'aurais pas aimé être à sa place. Faut être très clair là-dessus. Et néanmoins, il est chef d'État, qu'on le veuille ou pas. Ou alors, ok, on est dans un processus sécessionniste, et on fait ce que les ennemis de la France attendent de nous. Voilà. Moi, je suis du côté de nos armées face à ces bêtes, et c'est simple, être pour son pays tout le temps, être avec son gouvernement quand il le mérite. Pas compliqué. Je reviens sur deux points. Il y a des gens qui ont eu la palme de l'écœurement. Il faut quand même leur discerner. Premièrement, beaucoup de cathos qui disent ah ouais, c'était un truc de heavy metal au Bataclan, c'est bien fait pour leur gueule. Alors premièrement, une espèce de sous-curton là qui vient d'être relevé de ses fonctions par le cardinal Barbarin, le machin Benoît, je sais pas trop quoi. Il faut quand même que ces gens-là se rappellent que pendant la guerre d'Espagne, des soutanes de ce type-là, on en a négocié quelques-unes. J'appelle à rien, je fais un constat. Et il y a eu aussi une vilaine petite chose qui tient un journal qui bientôt va fermer d'ailleurs, et c'est tant mieux. Lui aussi, j'appelle à rien, qu'il fasse attention quand même. Parce que de se réjouir de la mort de gamin, qu'il fasse bien attention, surtout que, vu les vidéos qui traînent sur lui, je suis pas tout à fait certain qu'il réagira, enfin s'il réagit comme il a réagi la dernière fois, c'est-à-dire en se mettant à courir dans une bouche de métro, qu'il fasse bien attention. Donc, et là, ça prouve la décomposition, d'une part du camp dit national. Donc il va falloir, si vous voulez, or, face à la gangrène, il n'y a que l'ablation. Je suis désolé. Il faut y réfléchir. Je donne aussi le prix de l'abjection à un autre homme, qui est BHL, bien sûr, évidemment, mais qui n'est que l'autre face de la même pièce. Hein. C'est les mêmes gens. Hein. Qui était devant le Bataclan le lendemain. C'est vraiment... C'est crade. À l'image de ces personnages. Par rapport justement à cette petite polémique que certains cathos veulent à tout prix avoir, je rappellerai deux choses. Premièrement, beaucoup de catholiques vivent exactement ce que vivent les mecs de Daesh. Enfin, de l'État islamique. C'est-à-dire qu'ils ont une interprétation littérale de leur religion parce qu'ils n'ont plus la culture pour l'avoir. Demandez à la plupart des nouveaux convertis cathos, qu'est-ce qu'ils connaissent de l'histoire de l'Église? Des pères de l'Église? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la maladie de l'islam? C'est l'affaissement de la culture politique et historique arabe. Parce que les monothéismes sont... Je mets de côté le judaïsme parce que le judaïsme est à la fois culte et culture. Donc ça l'équilibre. Mais les religions universalistes, comme l'islam comme le christianisme, je mets de côté les religions d'Orient, parce que les religions d'Orient sont des cultes de la famille déguisés, des cultes des ancêtres. Donc des choses que chaque homme peut, c'est que c'est un réflexe anthropologiquement sain d'aimer ses parents. Parfois on a des raisons de ne pas le faire, mais pour la majorité des gens, c'est un réflexe sain de servir sa terre et sa famille. Donc, si vous voulez, c'est des religions qui ne peuvent pas vous dresser contre les vôtres. Alors que
quand vous vous convertissez à l'islam ou au christianisme, alors que vous sortez d'une culture qui n'en est pas, vous vous opposez à qui d'abord? À votre propre famille. C'est le problème des convertis. Il n'y a pas de problème avec les convertis pour les bouddhistes. Le bouddhisme, c'est quoi? C'est un culte de la terre, c'est un culte de la terre et des morts. Pris dans son affection. Alors, il y a des tas de choses dans le bouddhisme sur un bouddhisme exotérique et ésotérique, oui. Ensuite, le bouddhisme pratiqué tous les jours, ça je parle de connaissances personnelles, c'est vraiment un culte de la famille et des morts. Et de la terre. Et à la rigueur de l'ordre un peu de la monarchie, mais bon, le confucianisme aussi, le taoïsme aussi. Mais les religions monothéistes étant des religions de la vérité unique, elles doivent être contrebalancées par une culture. L'hellénisme, dans le cas du christianisme, l'arabité, pour le cas de l'islam sunnite majoritaire. Enfin, majoritaire par rapport à nous Européens. Enfin, des différents peuples européens. Nous, on est avant tout en face de l'islam sunnite arabe. Parce que l'islam sunnite majoritaire, il est quoi? Historiquement, il est quoi démographiquement? Il est asiatique. Les 3 premiers pays musulmans sunnites sont, dans l'ordre, l'Indonésie, le Bangladesh et l'Inde. Pas très arabe. Hein. Le problème, c'est que eux, ils ont toute une culture qui équilibre leur pratique de l'islam. Je rappelle que dans la constitution indonésienne, l'idéologie nationale et ces 5 piliers, qui sont 5 piliers bouddhiques d'ailleurs, est au même rang que le Coran. Au même rang que le Coran. Pour un djihadiste, pour un arabe, c'est lourd à avaler. Hein. Et les partis musulmans ne font pas plus de 20% en Indonésie. C'est beaucoup. Mais ils devraient faire beaucoup plus. Ils ne le font pas. Le grand problème, c'est d'équilibrer culte et culture. Or, aujourd'hui, mais ça vaut même pour nos cathos à nous qui réagissent mal au heavy metal. Je veux dire pourquoi? C'est un problème théologique. C'est les mecs disent ils brûleront en enfer. Ah ouais. Il y a une chose que a priori, on t'a pas appris dans ta religion. C'est que c'est blasphématoire. Ce que tu viens de dire est blasphématoire. Parce que chez les catholiques, c'est Dieu qui accorde. Et donc il faut être auprès de lui pour qu'il t'accorde ou pas. Mais que toi, tu fasses des paris sur un tel ira en enfer, un tel ira au paradis, c'est blasphématoire. Tu te prends pour Dieu. Hein? Alors je sais pas si les bons petits cathos vont comprendre ce que je leur ai dit, mais sinon ça prouve qu'ils ont rien compris à leur religion. Qui, je le reconnais, moi je parle du côté culture, pas du côté culte, je suis pas chrétien. Mais ce que je dis est vrai, d'un point de vue théologique. Et ouais. Donc ça premièrement. Deuxièmement, je rappelle que des odes que les premiers à avoir fait le fameux ode à Satan d'un point de vue musical, je crois que c'est les Rolling Stones. Et c'est un mouvement qui date des années 50-60. Après, il y a eu le mouvement Def qui, lui, musicalement, a disparu beaucoup plus tôt. Et au milieu des années 90 ou à la fin des années 90, il y a eu la naissance de ce qu'on a appelé la musique gothique, qui généralement est beaucoup plus celtisante que strictement... il y a eu des petits groupes sataniques, mais bon, tout ça, c'est quoi? C'est des décharnés, des débiles, c'est 3 fois rien. Mais avant tout, il y a de la vraie création musicale derrière. Certes, il y en a une partie qui est trash, qu'on peut ne pas aimer. Je pense à un homme qui a quasiment disparu, qui est Marilyn Manson. Mais bon, moi j'aimais beaucoup Slipknot à une époque. Et Cradle-of-Filth aussi. Mais moi j'aimais beaucoup le gothique symphonique qui était très celtisant. Winning Temptation, des trucs comme ça. Je dois être, pour les jeunes branchés d'aujourd'hui, je dois être un dinosaure, mais peu importe, j'assume mon côté réac. Mais le grand souci, est-ce que vous voyez le degré de dégénérescence qu'il faut pour arriver à sortir que les gamins du Bataclan pouvaient le mériter?
objectivement parlant. Après, et ça c'est le dernier point de la réaction populaire, après il faut passer à qu'est-ce qu'on fait. Mais la réaction populaire, les gens ont dit, bon, eh ben, nous la France, je suis en terrasse. Alors, il y a deux manières de prendre ça. Il y a la manière Philippe Muret, c'est-à-dire, chers djihadistes, nous vous vaincrons parce que nous sommes les plus morts. C'est-à-dire, nous sauverons notre décadence. Ça, je ne suis pas du tout en accord avec cette vision-là. Il y a deux types, si vous voulez, il ne faut jamais diviser le patriotisme. Il y a un grand théoricien de nos cathos actuels, qui à mon sens est vraiment la lie de la terre, qui s'appelle Jean de la Viguerie, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les deux patries, où il y a deux types de patriotisme, le patriotisme révolutionnaire et le patriotisme paysan, et contre-révolutionnaire. Et donc les paysans auraient dû, ce qui en plus est une mauvaise analyse de la guerre de 14, parce que la guerre de 14, c'est pas les paysans qui sont en première ligne, c'est les employés. Pourquoi ? Parce que militairement, les paysans, qu'est-ce qu'ils savent faire ? Ils savent utiliser les chevaux. Donc on les met pas dans les tranchées tant qu'on peut. On les met dans l'infanterie lourde. Et oui, parce qu'ils savent faire. Ça va comme ça une armée. Et que donc les paysans auraient dû fraterniser avec les Allemands et écraser la vilaine république maçonnique. Le degré de dégénérescence qu'il faut pour écrire un truc comme ça n'a pas d'équivalent. Et autant je ne vais pas étaler le germano-scepticisme légendaire qui est le mien, et je pense qu'à peu près tous nos amis du Bréviaire sont au courant, mais au moins aucun Allemand serait capable d'écrire ça, parce que c'est vrai qu'ils ont une conscience débile de leur unité, parce qu'ils vivent du ressentiment vis-à-vis de tous les autres, mais ils ne sont pas capables d'écrire ce genre de conneries. Or, nous avons une conception élevée du patriotisme parce que nous vivons en marge du système médiatique. Par contre, des gens qui sont beaucoup plus concernés par la propagande scolaire, la propagande, etc., eux peuvent redécouvrir le patriotisme par des voies tout à fait, par la voie du mode de vie. Il ne faut pas oublier que la nation et la patrie, ce n'est pas des grandes théories uniquement. C'est pas même la terre et les morts, c'est déjà un degré de conscience. Fustel de Coulanges, qui n'est pas une référence d'extrême gauche, qu'est-ce qu'il disait ? La patrie, c'est là où on est bien. Or, il y a des gens qui, par la notion de confort, par la notion de mode de vie, vont redécouvrir ce qu'est une nation. Il faut être patient avec ces gens-là, c'est tout. Et donc, c'est leur mode de vie qui a été atteint, et donc ils ont réussi, je suis en terrasse. Je trouve pas ça... Certes, c'est de la petite guerre de l'information un peu drôle, mais ce n'est pas rien. Oui, c'est pas une réponse sérieuse, mais... non, mais c'est déjà une réponse, si vous voulez. Et puis surtout, moi je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec un petit droitard qui disait, mais truc qui fait 1m60, qui s'en rend pas compte, c'est vraiment la petite merde. Quoi, bah, tant mieux pour lui. Qui me disait, oui, machin, les mecs du Bataclan... eux, ils sont complètement déracinés. Arrêtez vos conneries. Premièrement, les mecs du Bataclan... Allez regarder les visages. Moi, je l'aurais attrapé physiquement, je l'aurais mis devant la grille. Je regarde les visages. Petit merdeux. Tu les connaissais, tu leur as parlé. Tu sais ce que c'était leur vie. Qui te permet de juger, toi ? 90% de ce que tu crois savoir de la France, de l'Europe, etc., c'est des mythes qu'on t'a mis dans la tête qui sont tous plus bouffons les uns que les autres. Et si vous voulez, je n'aime pas la dérive sectaire, d'une part du milieu national qui n'est jamais qu'un énième furoncle moderniste sur le corps de la France, qui ne vit que de mythes, de contre-histoires, de rien du tout, et qui s'estime moralement supérieur. Moralement supérieur. Qu'est-ce que vous avez fait pour être moralement supérieur ? Pour la plupart d'entre vous, vous n'avez rien fait. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Donc, objectivement, si vous ne sentez pas que c'était les vôtres et que ça aurait pu être les vôtres
Parce que quand deux sœurs vont dans un petit resto et se font mitrailler, meurent toutes les deux, ben, ça aurait pu être ma sœur, ça aurait pu être votre sœur. Si vous n'êtes même pas capable de ça, alors il faut vous rajouter sur la liste des ennemis de la France à liquider. Franchement. Parce qu'objectivement, je vois pas trop ce qu'on peut faire de vous. Ou alors si, je vois très bien, mais malheureusement, je n'ai pas le droit de le formuler vu le cadre légal actuel. Donc, donc voilà. C'est... on a tué les nôtres. Et ça devra se payer. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est comment. En parlant de réponse, moi, il y a justement une réponse des Français qui m'a à la fois surpris et beaucoup plus. C'est la ruée des jeunes Français vers les armées, qui ont vu parfois des demandes d'information dans les CIRFA qui ont jusqu'à triplé. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de ce soudain intérêt pour la défense ? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, et d'ailleurs, il faut l'utiliser politiquement. C'est-à-dire qu'il est grand temps de revoir les dispositifs d'un service civique et militaire. Pourquoi je dis civique et militaire ? En réalité, pour une raison. Il y a premièrement, parce que pour une partie des jeunes, parce qu'il faut aller vers la militarisation des populations. Ça ne veut pas dire, là encore, de faire du droitard à la con, ouais super, on va aller sortir les tonfas, une mitrailleuse Stern pas chargée, une batte de baseball. C'est pas du tout ça. C'est parce que les mecs ils disent oui mais les valeurs républicaines ne l'autorisent pas, ta gueule. Je rappelle que l'un des seuls pays qui est encore en Europe occidentale décadente, qui est encore pénétré de valeurs républicaines au sens historique du terme, via le rousseauisme, qui est une pensée républicaine, le rousseauisme, il faut quand même se le rappeler, c'est la Suisse. C'est fasciste la Suisse. C'est un des seuls États dans lequel il y a encore des libertés. Parce que normal, c'est pas dans l'Union Européenne. Voilà. Donc, c'est là-bas qu'on trouve un système de citoyens-soldats. Premièrement, le système de citoyens-soldats, mais deuxièmement, quand je parle de militarisation des populations, il faut savoir dans tel département combien il y a d'anciens de militaires retraités qui peuvent servir, combien il y a de gens qui sont des chasseurs ou des membres de clubs de tir, qui peuvent servir d'auxiliaires, combien d'infirmières, combien d'aides-soignantes. C'est ça une militarisation de population, c'est-à-dire, toi, à ta place, comment peux-tu servir ton pays en état d'exception ? Pour autant que la notion d'état d'exception survive à l'ère numérique, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est en train d'hybrider l'état d'exception et l'état normal. Ce qui explique que Hollande est totalement... ne sait pas ce qu'est un état d'urgence, par exemple. Donc, non, ça c'est tout à fait normal, il faut l'utiliser politiquement. Ensuite, pourquoi aussi je dis un service civique ? Premièrement, parce qu'il y a une partie de jeunes hommes et de jeunes femmes qui, physiquement parlant, ne peuvent pas servir nos armées, mais qui peuvent apprendre les bases dans les hôpitaux, etc. Ensuite, il y a aussi une partie de population dont je pense ça aiderait leur francisation pour ceux qui sont amenés à rester, parce que ça fait partie des autres réponses que nous devons voir, de faire un service civique à l'étranger, pour qu'ils se rendent compte de tout ce que la France a fait pour eux. Je pense. Et aussi parce que, je le dis sincèrement, le degré de loyauté de ces populations n'étant pas certain, leur apprendre le maniement des armes est quelque chose de dangereux. Non, parce que je préfère crever l'abcès, parce que personne ne leur fait confiance, personne n'ose leur dire. Donc voilà, je préfère. Ça, c'est une des réponses qui doit à tout prix être faite. C'est-à-dire, comment acclimater un système de citoyens-soldats. Et oui, il y en a qui vont nous opposer le culte Charlie, que je vous salue Charlie, tout ça. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut voir... Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut observer une chose. Nous avons eu une contre-attaque médiatico-droit de l'homiste très lourde. Voilà. Pas d'amalgame 500, c'est pas ça l'islam en goutte, diversité en suppôt, droit de l'homme en intraveineuse. Bon, on connaît le tarif. Ça tombe bien. Bon, à titre personnel, sur moi, ils devront augmenter les doses quand même. Je leur conseille. Mais ça n'a pas marché. Les Français ont pris dans le ventre ce qui leur est arrivé. Mais là, parlez-leur.
Vous allez voir la réaction. Alors, ceux que j'ai le moins aimés, c'est ceux qui viennent nous sortir. Oui, ben, attention, les premières victimes, c'est quand même les musulmans français. Les premières victimes, c'est ceux qui ont enterré leurs enfants la semaine dernière. Ok ? Musulmans français, objectivement, il y avait une grande question politique qui a trouvé sa réponse le soir des attentats. Est-ce qu'on fait avec eux ou est-ce qu'on fait sans eux pour le camp national ? Eh ben on fera sans. Parce que, vous êtes allés sur leurs réseaux sociaux ? Quand on me disait oui mais Charlie, c'était normal, Charlie avait insulté l'islam, et les pauvres gamins du Bataclan, ils avaient insulté l'islam. Pourtant, c'est les mêmes qui nous ont dit que, ouais, c'est quoi cette phrase horrible ? Ouais, du hard rock, c'est bien, il y aura plein de baptous. Ok ? D'accord. Bon, donc on va faire sans. Ça veut dire que faire ? Là, on entre un peu dans le dur de la prospective. Que faire ? Premièrement, il faut combattre les deux types d'islamisation. Parce que vont dire... Il faut bien comprendre une chose. Le système des frères musulmans, c'est le système dit de l'immeuble enterré. En haut, vous avez Tarek Obrou, et en bas, vous avez le djihadiste. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que... Et l'un va vous dire, fais-moi ma mosquée. Comme ça, il n'y aura pas de radicalisation. On a déjà parlé du sujet de radicalisation. Donc on n'y revient pas, je renvoie nos amis à une précédente vidéo que nous avions fait par rapport, entre autres, aux théories de Pierre Conessa. Quelqu'un de très bien d'ailleurs. Donc ça, c'est une chose. Il faut lutter contre les deux types d'islamisation. C'est-à-dire contre les barbus, contre Tarek Obrou. Frère Tarek. Pourquoi d'ailleurs Tarek Obrou ? Parce que Tariq Ramadan est out. Donc les frères musulmans nous ont envoyé un autre candidat, l'ami de Monsieur Juppé. Donc voilà, toutes les tentatives d'enracinement, de trucs comme ça, tout ça, ça n'a pas marché. C'est un constat, ça n'a pas marché, donc c'est terminé. Ensuite, comment gérer la question de l'islam en France ? Alors il y a premièrement par la remigration, ça on y revient. Par la substitution démographique, c'est-à-dire que maintenant il faudra, après avoir lourdement liquidé les quorums et ne les avoir quasiment réservés qu'aux conjoints de Français, si à un moment nous avons besoin d'immigration, il faudra le faire avec des pays où les populations s'assimilent. Donc on a deux gros viviers qui sont l'Amérique latine et l'Asie. C'est des populations qui s'assimilent, c'est un constat. Hein. C'est-à-dire soit ils partent, soit ils restent et deviennent de bons Français. Bon, donc... point. C'est un constat, ça. Un constat. Bon. Ensuite, les autres, ben c'est assez simple. Hein. Il faut avoir aussi des méthodes radicales par rapport à des parts de population qui sont déjà radicalisées. Je vous donne un exemple. La plupart des gamins qui ont fait des tweets pour Daesh, bon, ben c'est l'expulsion et leurs parents. Et je rappelle que 2 pays font ça. Israël fait ça, mais également, il y a un homme qui demande que la Russie le fasse. Cet homme, c'est Ramzan Kadyrov. Alors, toujours aussi poutinien ? Parce que j'en vois qui adore Poutine pour sa gestion de la question musulmane. Sa gestion de la culture musulmane, c'est ça. C'est d'avoir nommé un chef musulman qui maintient la loyauté à la Russie, de là à liquider les siens. Quand il déconne. Et d'ailleurs, à le mettre en scène. Parce que je crois que j'avais reçu une question de quelqu'un qui disait oui, 0 attentat en Tchétchénie. C'est pas vrai. La Russie a failli être détruite par la question tchétchène. Non, c'était pas en Tchétchénie, c'était 0 attentat en métropole, j'ai pas bien compris, concernant la Russie. Non, faut pas déconner. Il y a 2 questions musulmanes en Russie, qui est la question tchétchène, enfin majoritairement, qui sont la question tchétchène et la question du Tatarstan, qui ont été... l'islam est l'une des religions autorisées en Russie. Ensuite, Kadyrov, l'ordre russe, il l'a fait comprendre à ceux des siens qui ont été dans les mains des prédicateurs arabes. Il faut quand même savoir que dès que les Tchétchènes sont arrêtés, et ceux qui sont renvoyés de Syrie, quand ils sont là depuis un mois, qu'ils ont tué personne, Kadyrov fait en sorte qu'ils soient sermonnés et parfois tabassés devant la télévision d'État, pour faire un exemple. Alors là aussi, hein, en garde de l'information, les Russes, ils sont bons. Mais les autres, ceux qu'on vous montre pas, ils sont fusillés sur le tarmac. Je vous l'apprends. Ou pire. Parce qu'un Tchétchène, c'est créatif.
Les hommes de Daesh sont en train de l'apprendre d'ailleurs. À quel point le Tchétchène c'est créatif. Donc voilà. Le gros problème, c'est qu'en plus, attention, vous avez affaire à des populations qui sont islamisées depuis des siècles et qui sont des autochtones. Nous, l'islam est un fait étranger à notre pays. Et qui a d'ailleurs tout fait pour le demeurer. Hein. On m'a envoyé un ouvrage de Farid Abdelkrim. L'islam sera français ou ne sera pas? Bon. Victor Hugo, très jeune, disait Chateaubriand ou rien, ou rien. Mais le grand... Il dit quoi? Il dit une chose intéressante. Il dit le gros problème, c'est que comme il n'y a pas de légitimité, il y a des machines à légitimer. C'est-à-dire que chaque imam, chaque machin, trouve des légitimateurs qui le légitiment. Cas typique, Chalgoumi. Chalgoumi, il a été reconnu légitime par Valls via Samy Gozlan, le commissaire Gozlan du BNVCR. Bon. Mais il est légitime en quoi, Chalgoumi? Pour les siens? En rien. Mais comme Aubrou, comme tous les autres. Le problème, c'est que... Le problème, si vous voulez, le problème est le suivant. Soit nous légitimons nous-mêmes un interlocuteur dans la communauté musulmane qui sera délégitimé immédiatement par les siens, soit ils nous en imposeront un et nous n'aimerons pas son visage. Parce qu'il leur ressemblera. C'est-à-dire, ce sera quelqu'un qui sera dans les mains d'ambassades étrangères et qui sera hostile à la France. Point. Quant à tout le reste ne pèse rien. Donc, point. Le grand... Ce que nous avons à faire maintenant, c'est avant tout travailler le corps national. Si vous voulez, les banlieues, l'islam, tout ça, on n'y peut plus rien, si vous voulez. C'est-à-dire, on gérera cette question-là économiquement et surtout sécuritairement. Mais la voie de la citoyenneté, à titre personnel, moi j'y crois plus. Faut pas. C'est pas la peine. Et d'ailleurs, ceux qui nous ont vendu un multiculturalisme au sein même du camp national, aujourd'hui reviennent vers l'assimilation. Mais l'assimilation en France, elle marche. Je suis désolé. Elle marche. Mais elle marche pas pour eux. C'est tout. Moi, quand on me dit qu'il y a un problème avec l'immigration, non, il y a un problème avec l'immigration afro-maghrébine. Sinon, il n'y a pas de problème d'immigration en France, ou très peu. Donc voilà. Nous allons pouvoir nous dire les choses vraiment. Donc, il va falloir, on a dit, redynamiser nos services intérieurs. Donc déjà, inverser la réforme qui a été faite. 2. Revenir à une politique pas équilibrée par rapport à nos intérêts. Moi, si c'était notre intérêt de tuer Bachar el-Assad, je serais pour. C'est pas notre intérêt. Que l'Occident ait une politique folle d'ordo ab chaos, tant mieux pour eux. Ils en paieront le prix. Mais nous avons à épouser des positions de stabilité. Donc, pas les positions des Bédouins. Bon. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est... Aujourd'hui, pour le camp national en tout cas, d'être sur un mode très dur par rapport à l'islamisation. Maintenant, très dur, parce que... là, on ne peut plus lâcher de mètres de terrain. Vous voyez ce que je veux dire. Après, il reste un dernier point, c'est que faire du vivier pro-islamique. C'est-à-dire que faire des salafistes quiétistes, dont d'ailleurs une partie du commando était avant de passer dans le djihadisme. Il faut hâter leur départ. C'est-à-dire comme on l'a fait en 1905. Je ne vois pas pourquoi ce que les juifs ont dû vivre par le consistoire, ce que les catholiques ont dû vivre par 1905, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas imposé à l'islam. Sachant en plus, et on peut le dire autant de fois qu'on veut, oui, mais il y a un tel qui dit que, il y a un tel qui dit que, les mecs,
Ils adorent Bidar. Oui, mais il est gentil, Bidar. Il est très bien, Bidar. Déjà, Bidar est très honnête parce qu'il dit qu'une partie du visage de Méduse de l'islamisme est dans le Coran. Donc c'est vrai. Le problème, c'est que Bidar pèse quoi dans la communauté musulmane? Rien. Aubrou pèse plus que Bidar. J'en suis le premier navré. Mais c'est un constat. Donc voilà. Il n'y a plus grand-chose à faire. Faut entrer dans une optique pour les nationaux défensive. Il n'y a plus grand-chose à faire. Et après, faire en sorte dater une partie. Il y a une partie qui doit partir et une partie qui doit... qui vivra, elle, un communautarisme de séparation, dont elle n'aura plus le droit de se plaindre, dont elle n'a pas le droit de se plaindre, parce que c'est pas un fait social, c'est elle qui l'a voulu. Parce que c'est, je le rappelle, les vrais pauvres en France, c'est les Français des zones périurbaines et rurales. Ok ? Tout le reste, c'est de la littérature. C'est de la littérature. Donc voilà, il n'y a plus rien à faire. Après, sauf une gestion sécuritaire stricte. Et bien faire comprendre, de là à les y aider, même financièrement, que si vous voulez vraiment pas que votre vie soit là, il n'y a pas de problème. Comme dit une chanson contre les accommodements raisonnables canadiennes, si tu n'es pas content de ton sort, il existe un endroit qu'est l'aéroport. Voilà. Donc c'est triste, mais ce sont les principales leçons qu'on peut tirer de cet attentat. Éviter toute réforme constitutionnelle, un vrai état d'urgence, appliquer vraiment. Laissez l'article 16 où il est très bien. Laissez l'état de siège où il est très bien. La seule chose, appliquez-les. Après, il y a une réponse, et je terminerai là-dessus, qui me fait peur, c'est bien évidemment la réponse de l'Union européenne. Comment l'Union européenne a réagi aux attentats ? Il est grand temps que l'Union légifère sur le port d'armes légal. Eh oui, les chasseurs et les mecs de club de tir, c'est pas sain tout ça. Rappelez-vous, à chaque drame, l'Union européenne vient pour faire les poches des morts. Il est grand temps, les chasseurs et tout ça. Attendez, moi je pense au contraire que le port d'armes citoyen, je dis port d'armes citoyen, c'est-à-dire si vous voulez une arme, vous devez être formé à l'utiliser. Une arme, c'est pas un anxiolytique. Doit être ouvert. Non, c'est l'inverse. Ce qui veut dire au passage que tout ce qu'on entend sur le marché transatlantique, tout ça, n'est pas tout à fait vrai. Parce que dans le cadre du marché transatlantique, on aurait un droit de port d'armes. Bah oui. Et qui nous les vendrait? Les armureries américaines. Donc ça prouve que le libre-échange ne va pas être total vis-à-vis des États-Unis, je pense pas. Et dans ce cadre-là, je peux même le regretter. Chose rare, mais dans ce cadre-là, je peux peut-être le regretter. Il faut que les gens soient formés aux armes. Non, l'Union européenne, alors, le problème, c'est Bébert, le chasseur du dimanche. C'est pas Omar, le bonhomme Daesh, c'est Bébert, le chasseur du dimanche. Et lui, on va lui retirer son flingue. Pourquoi ? Et pourtant, je dis ça, moi je ne suis pas du tout un amateur du droit de chasse. Pour moi, utiliser des armes avec du plomb, qui est du plomb de guerre, pour flinguer du petit lapin, je trouve pas ça extraordinaire. Mais c'est un droit de porter des armes, surtout dans des cultures où les armes ne sont pas violentes. Je m'explique. La culture des armes et la culture de la violence sont deux choses différentes. La France est un grand pays de culture des armes. Regardez, dans ma petite maison en Normandie, la maison de mes parents, là où je suis, là, à vue de nez, je vois par exemple dans le tas de bois une hache. Il y a des armes blanches partout. Et pourtant, nous n'avons pas un grand taux d'homicide. Aux États-Unis, c'est pas l'accès aux armes qui fait la violence. C'est la culture de la violence qui prend appui sur les armes. Je vous rappelle que le Canada a le même taux de possession d'armes pour un taux d'homicide 3 à 4 fois moindre. La violence, c'est une culture. Les armes ne sont qu'un moyen. Alors, apprenons aux citoyens, et non, l'Union européenne, c'est ça. Ensuite, l'Union européenne vous dit quoi ? Il faut faire vite passer les PNR.
l'échange de données aux compagnies américaines, qu'on faisait déjà, que l'Union européenne déjà a validé depuis longtemps. Mais aujourd'hui, on le fait légalement, par un texte. Pourquoi faire? On va s'échanger des infos sur des mecs qui sont déjà fichés? Quel intérêt? Quel intérêt? Mis à part de ficher le délinquant idéologique que je suis. Ou que vous êtes, très cher. Mais, quel intérêt? Quel intérêt? Mais, et surtout, la déradicalisation, le rapport Dati. Première partie, la radicalisation ne peut pas être assignée à une culture ou à une religion. Ça commence bien, je vous salue Charlie. Le problème, c'est que l'extrémiste amish, quand il veut être vraiment extrémiste, au lieu d'avoir 8 gosses, il en a 12. Lui, il sait pas sauter, lui. Il saute certainement, mais il sait pas sauter. L'extrémiste bouddhiste, ça existe, hein, il y en a quelques-uns, c'est extrêmement minoritaire. Bon, c'est pas grand-chose. Aujourd'hui, il faut admettre que là où il y a le plus de radicalisation ou de dérives sectaires, c'est au sein de l'islam. C'est pas désigner 1 milliard de gens aux gémonies, c'est de faire un constat. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les intellectuels arabes disent, à force de dire que vous savez, le deuxième médicament qu'on prend le soir après du pas d'amalgame 500, les gouttes, là, c'est pas ça l'islam 200 mg. Le c'est pas ça l'islam 200 mg, la plupart des intellectuels arabes ont dit, à force de raconter ces conneries, vous allez finir par nous desservir. Il y a une partie de la tradition coranique qui est malade. Et je pense que c'est, au lieu d'utiliser en plus, sans connaître les modes, je pense qu'il faut laisser ce débat interne au monde arabo-musulman. Et au monde musulman en général, mais arabo-musulman particulièrement. Parce que eux oseront peut-être se dire les choses entre eux. Par exemple, que des versets du Coran comme « nulle contrainte en religion » ont été des versets abrogés par des versets plus durs. Nous, on refuse d'entrer dans ce débat-là. On dit juste, ça n'a rien à voir avec l'islam, ce faisant, on n'est personne. C'est au moins ce qu'on pouvait dire avec de tous ces attentats, en étant toujours focalisé sur une chose. On a frappé les nôtres, parce que c'était les nôtres. Et ça restera pas impuni.